de structure. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Voilà, problème. Alors, vous voyez, je reviens sur la photo arrière. Vous aviez ici deux petits points qui accompagnent, donc ça peut être mille choses. Un orbe diaphane, un deuxième, mais c'est ça ici qui est intéressant. Donc voilà. Alors ça c'est encore quelque chose de très très bizarre. Alors cette photographie-là a été vue par par trois scientifiques, enfin deux ingénieurs et un scientifique. Créature allumette. Voilà. Alors, en gros plan, franchement c'est extrêmement bizarre. Alors, notre ami entomologiste nous a dit non, ça c'est pas un moustique, c'est pas un insecte déformé. Pour notre ami physicien de Chaptal, il m'a expliqué que ça lui faisait furieusement penser une fois de plus à une explosion de plasma. Lui, il voyait un noyau, et lui, il me disait, voilà, ça a dû éclater comme ça, et ça donne cette photo. Mais qu'est-ce que ça vient faire là dans l'environnement? Voilà, grand problème. Alors vraiment, ça c'est vraiment, pour nous, c'est très intéressant, parce que ça, c'est pas commun, et ça pose quand même des questions. Ça pose des questions. Qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors là, l'orbe à la parapsychologie. Ce monsieur qui s'appelle Tarek est un médium, et il avait fait ici, il revenait d'une séance de médiumnité. Et je prends une photo, et il a sur la tête quand même ce truc-là, c'est Saint Tarek, et ici un autre orbe. Et regardez, j'attire votre attention sur l'orbe en question. Alors, il semble bouillir, vous voyez, il est bizarre. Il y a des petites échancrures, et on dirait que ça a quelque chose d'extrêmement énergétique. Et lui n'a rien senti, n'a rien vu, et nous non plus. C'est sur la photographie numérique que c'est sorti. Alors, hasard ou non? Bon. Alors là, ça va être intéressant. C'est des expériences d'appel d'orbe. Alors l'appel d'orbe, qu'est-ce que c'est, hein? C'est tout simple. Alors, oui. 5 minutes, il reste. Bon, alors je vais me dépêcher. Alors, je vais vous montrer les images. Alors l'appel d'orbe, vous pensez à des orbes en vous utilisez une sphère, et vous prenez des photos. Alors, je vais vite, hein. Vous voyez, alors là j'ai pris comme référent Georges, et bon, alors là c'est pas vraiment très probant, bien qu'il y a un orbe qui suit son regard apparemment, mais bon, il faut être prudent. Là aussi, vous voyez, là, voilà. Alors là c'est très marrant, parce qu'on dirait, regardez bien, on dirait qu'elle tient les... Alors c'est un petit clin d'œil, hein, c'est pour... c'est de l'humour. Vous voyez, hop. Alors là, c'est assez curieux, là aussi. Elle est belle, hein. Alors là, quand même, on peut penser qu'il y a une cause à effet, hein. C'est quand même curieux, voilà. Là, alors je passe à toute vitesse. Alors voilà un autre exemple d'appel d'orbe. Je passe vite. Alors ça, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors ça, c'est extraordinaire. Je demande une minute de plus. La TCI photographique, qu'est-ce que c'est? Alors, pour ceux qui connaissent la TCI classique, ça se fait avec des magnétophones, des appareils numériques, des enregistreurs numériques. Mais nos appareils numériques ici présents, ce sont des instruments, donc on peut parler de TCI. Et de temps en temps, on a quelque chose qui est vraiment bizarre. Regardez bien. Alors, c'est ici, c'est le 002. Alors, c'est pas ça, hein. C'était ici, il y a une forme qu'on voit à peine, ici on voit pas bien. Elle est là. Regardez bien ce que ça veut faire. Vous voyez le portrait? Voilà, pour nous c'est ça la TCI photographique. Voilà. Voilà, vous voyez, on voit une dame avec des cheveux. Alors là, il y a vraiment l'effet de pareidolie. Pour moi, là, il est nul, hein. Regardez bien. On dirait un négatif de photo. Et la personne a reconnu sa grand-mère. Et j'ai l'autorisation de cette personne de montrer aujourd'hui, parce que sa mère ne voulait pas trop, ça l'a gênée, parce qu'elle avait l'impression de les montrer sa maman, à cette dame. Et vous voyez, c'est quand même bizarre. Alors la TCI photographique, pour nous, c'est ça. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait de doute sur le portrait. Là, la pareidolie, pour moi, n'existe pas. Vous voyez, c'est même pas vraiment un orbe. C'est quelque chose qui est... Alors ça, de temps en temps, on en prend. Et nos amis de l'IFRES, parce que l'IFRES à Paris, obtiennent des résultats quotidiennement avec leur module. Nous, c'est avec la photo, de temps en temps. Alors, une dernière TCI, là, c'est avec un chat. Regardez bien. Il est là-haut, alors attendez, il est haut perché, le petit chat. Voilà, il est là-haut. Mais c'est pas un vrai, hein, c'est un chat, on va dire, subtil. Et voilà, vous voyez, il y a un orbe qui crée son corps. Et ici, il y a une sorte de tête avec des oreilles. Et on le voit bien ici, en fausse couleur, hein, voilà. Alors pour nous, ça aussi, c'est une TCI photo. Vous voyez, c'est bizarre, hein. Alors, oui, alors vite fait, programme OVNI infrarouge. Alors, on utilise, nous, ce type de caméra que je vous invite tous à acquérir. C'est beaucoup plus simple qu'utiliser les moyens de vidéosurveillance habituels qui sont extrêmement encombrants. Ce sont des caméras qui sont utilisées aux États-Unis pour la chasse. Mais elles sont hyper sensibles. Elles ont un capteur infrarouge passif qui fait que toute chose qui passe devant
va déclencher tout ce qui est une signature thermique. Or, voilà. Or, on a eu des orbes avec ça. Alors celle-ci, c'est la panoramique, et voilà les photos infrarouges qu'on obtient. Alors ça, je sais pas, voilà, on a obtenu ces deux ronds, là, c'est des trucs bizarres. On a obtenu une brume, sans qu'il y ait personne, alors elle tourne 24 sur 24, sans personne, il n'y a personne à côté, c'est en plein, on l'a posté à peu près à 5 mètres de haut, un orbe en mouvement, encore un rod, un autre rod, alors ça c'est capture écran de vidéo. Hein. Et ça travaille à vitesse très lente. Exact. Alors c'est encore un truc bizarroïde, voilà, et là il se développe, là, bon. Et voilà un exemple de la panoramique. Alors vous voyez, c'est une très haute résolution. Là, on a la photo sur 150 degrés, et on peut extraire de cette photo 150 degrés un pan de cette photo, et elle est en très haute résolution. Alors là, je l'avais testé avec un chat, on a piégé un chat ici, vous voyez, bon. Et ça marche très très bien, et surtout, ça n'encombre pas. Quand vous faites des enquêtes de terrain, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec des fils, etc. C'est très pratique. Et regardez la qualité d'image, c'est très beau. Là, vous avez un avion, là, vous avez un chemtrails. Voilà. Vous voyez, elles sont presque en relief, c'est magnifique. Et la résolution est supérieure à toutes les caméras de vidéosurveillance habituelles. Vous voyez, on obtient de très belles photos. Alors ça, c'est nos drones, alors ça a fait sourire certains sur Internet. Alors je tiens à le dire, on ne fait pas joujou, hein. C'est simplement que, voilà, on a équipé un engin radiocommandé qui porte à 300 mètres avec des caméras infrarouges. Ça, on les poste en fait dans des ruines, dans des maisons en ruine, et on laisse tourner la nuit et on revient. Voilà. Et là, un drone aérien, voilà, 300 mètres. Et voilà, c'est fini. Merci. Il était déjà indiqué dans certains écrits de messagers que l'air se transformerait progressivement. Et que, comme la conscience est en toute chose, et notamment dans les molécules d'air, il peut y avoir progressivement la création, je dirais, de débuts d'esprit, ou de demi-esprit, qui tendraient à s'organiser, à s'arranger de manière à créer des formes progressivement dans l'air. Alors je vais répondre, oui. Ça c'est une très vieille idée qui date de la Grèce ancienne. Je ne me trompe pas, c'est Aristote qui a défini les formes idées en philosophie. Et ce que vous dites là, c'est une probabilité, pourquoi pas, effectivement. Pourquoi pas. Oui, j'avais une question un peu plus pragmatique, c'était savoir si sur des photos on va dire de la première moitié du XXe siècle, on avait déjà remarqué ce genre de phénomène ou si c'était relativement récent. Alors, au niveau de la prise de conscience, c'est relativement récent, il y a 10 ans. Par contre, effectivement, il y a des photos anciennes, première moitié, fin 19e même, qui ont déjà des orbes. Mais il faut rester très prudent, ça peut être aussi des défauts au développement, mais pas au développement, pardon, cette époque, c'était des plaques de verre. Mais il y en avait, c'est certain. Oui, j'ai deux aspects à la question. J'ai vu beaucoup d'orbes autour de sources ou de cascades. Donc il y a un phénomène aquatique, hein, de l'eau en forme de micro-gouttelettes. Est-ce que ça doit jouer? Je pense un peu aussi. J'en ai vu aussi autour d'un barbecue. Donc là, ça peut être de la fumée, de la poussière. Et puis la question subsidiaire, c'est est-ce que vous pensez que c'est plutôt positif ce phénomène ou plutôt négatif? Oui, ben je vous remercie. Pour l'eau, je voudrais revenir sur l'eau, c'est très intéressant ce que vous dites là. Nous, on a fait des expériences sous l'eau. Et on a pris des photos à peu près à 4 mètres de profondeur, à 5 mètres, avec un petit sous-marin équipé d'un appareil photo. Et on s'est aperçu que les orbes sont identiques sous l'eau et dans l'air. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui fait abstraction de son environnement. Et aussi dans le feu. On a des orbes qu'on a pris dans des feux. Et on voit, j'ai pas mis la photo. Alors par contre, c'était quoi la deuxième partie de la question? C'était simplement, est-ce qu'on peut considérer que c'est un phénomène plutôt positif ou plutôt négatif? Alors c'est subjectif de dire ça. Non, moi je pense qu'il faut pas leur donner ni positif ni négatif. Regardez, des orbes, il y en a partout. Si c'était négatif, elles seraient depuis longtemps. Je pense qu'il y aurait depuis longtemps des problèmes. Cela étant dit, il y a orbe et orbe. C'est-à-dire que c'est un phénomène sphérique. Or la sphère, c'est une forme universelle. Et il y a d'autres phénomènes qui ne sont pas exactement ça, qui eux peuvent être négatifs, mais qui n'appartiennent pas au champ des anomalies photographiques. C'est pas la même chose. Voilà. Oui. C'est avec les personnes qui ont la capacité à manifester des orbes, vous avez fait des expériences, genre les mémoires de l'eau, en disant merci, en priant, en faisant répondre un mantra, et qu'est-ce que ça donne? Oui, alors, alors c'est pas moi qui ai fait ça.
On a un membre de notre famille qui connaissait 2 moines bouddhistes tibétains qui sont en France, ils ont fait une méditation. Et après avoir fait cette méditation, ils ont il y a une photo de milliers d'orbes de toutes les couleurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on l'a mis sur Facebook. Et c'est extraordinaire. Oui, apparemment, oui, il y a un lien. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Je me demandais s'il y avait une question de distance. C'est-à-dire, on a vu des orbes près de quelqu'un, au-dessus de la tête de quelqu'un. Est-ce que vous pensez que certains sont plus éloignés que d'autres, ou est-ce que ça a juste un rapport avec la photo elle-même? Alors, c'est la grande question. Par définition, les orbes sont invisibles. Il est donc impossible de déterminer leur distance, puisqu'on n'a aucun point pour établir le calcul de cette distance. On ne sait pas. Effectivement, un orbe qui va être pris au-dessus de cette salle, est-ce qu'il va être près de moi? Est-ce qu'il va être vers vous? C'est très difficile à dire. Tout ce qu'on peut faire, c'est quand il y a des orbes, par exemple, devant des arbres ou devant des gens, on voit un effet de transparence. Ça fait même un peu loupe. Quelquefois, les objets sont agrandis avec un orbe. Donc on peut supposer qu'ils sont bien à cette distance. Mais pour le reste, comme c'est invisible par définition, on ne peut pas établir une distance. C'est pas possible. Et avec des miroirs, on ne peut pas faire des essais. Alors on a fait l'expérience avec des miroirs aussi, mais c'est controversé. C'est très controversé. On ne sait pas. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour l'intervention. On parlait de taille, de distance, etc. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de procéder à une triangulation, de faire des photos en simultané, de différents côtés, en 360 degrés ou autre, par exemple sur la maison dont vous disiez qu'elle subissait beaucoup d'apparitions d'orbes, donc pour permettre tout simplement de peut-être spatialiser davantage ou de voir s'il y a une corrélation entre différents types de photos prises au même moment, différents endroits. Oui. Alors, on a déjà fait des expériences avec des appareils stéréoscopiques, à 2 objectifs, qui prenaient des photos simultanément. Mais le problème de ce type d'appareil, le champ est très étroit et c'était pas probant. Honnêtement, on n'a pas eu de résultat probant avec ça. Alors, une fois de plus, pour établir une triangulation, il faut savoir avec précision se trouver l'objet. Alors, pour un ovni qui est visible, d'accord, mais ces trucs-là, c'est autre chose. Donc, c'est difficile. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Alors, contrairement à ce que tout le monde attendait, ça ne sera pas sur les ondes scalaires. Non, non. On m'a reproché souvent de trop parler des ondes scalaires. Donc aujourd'hui, j'en parle très peu. Je vais parler de la vie et de l'incidence qu'ont les ondes électromagnétiques sur la vie. Ben, ça va ouvrir quand même certaines choses. Et incidemment, des ondes scalaires, mais vraiment incidemment. Alors, pour parler de la vie, il faut commencer par expliquer comment la vie est apparue sur Terre. Déjà, elle n'est pas apparue sur Terre, elle est apparue dans l'espace. Elle est apparue, en fait, ça a commencé autour du Soleil, où des acides aminés ont commencé à s'assembler, à se composer, grâce à un environnement très particulier. Bon, vous excuserez, je ne suis pas très doué en dessin, mais au moins vous avez une image qui vaut au moins 1000 mots en explication. En fait, vous avez des ondes scalaires qui exercent leur pression autour du Soleil. Donc par la suite, j'expliquerai peut-être dans un numéro de Top Secret comment le Soleil fonctionne, mais ça n'est pas thermonucléaire. Donc vous avez ces ondes scalaires qui exercent une pression, qui rencontrent un champ magnétique qui les met dans une certaine configuration qui est compressive. Et parce qu'elle est compressive, elles vont effectivement, à partir du vide, créer de la matière, créer des atomes, des molécules complexes, des acides aminés.
ce nuage autour du Soleil va mettre un certain temps à se créer, plusieurs millions, voire plusieurs dizaines ou centaines de millions d'années. Et donc, on va voir ces acides aminés présents autour du Soleil. Ces acides aminés vont être transportés par des corps errants, des météores, météorites, qui vont ensemencer la Terre pendant des millions d'années. Et cette planète, qui a un autre environnement particulier, avec un champ magnétique aussi, mais avec une atmosphère qui va filtrer certaines radiations, certains rayonnements électromagnétiques, ces acides aminés vont se grouper ensemble pour produire ce qu'on appelle aujourd'hui des molécules autoduplicatrices, c'est-à-dire de l'ADN. Et ainsi, la vie peut apparaître sur Terre. Mais elle apparaît aussi dans des conditions très particulières grâce à des éclairs de foudre, car à l'époque, il y avait beaucoup d'orages créés par le volcanisme, entre autres. Et ces éclairs de foudre génèrent en fait des ondes électromagnétiques multifréquences dans un champ magnétique qui lui repolarise ces ondes et permet effectivement l'apparition de la vie sur Terre. D'ailleurs, petit aparté, la Terre est soumise au même régime que le Soleil, c'est-à-dire qu'avec son champ magnétique et les ondes scalaires en pression autour d'elle, eh bien, elle fabrique de la matière en permanence. Cette matière est fabriquée sous nos pieds. C'est ce qui explique la pseudo-dérive des continents, qui en fait ne dérive pas. Simplement, la Terre accroît sa circonférence d'environ une dizaine de centimètres par an. Donc vous imaginez la quantité de matière qui est fabriquée. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. C'était pour voir si vous suiviez, vous êtes accroché là. Comment la vie est apparue sur Terre? Oui, attendez, je n'ai pas terminé. Une étape avant. Je suis en train de la sauter. Donc la matière est fabriquée, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Ça explique aussi pourquoi il y a 200 millions d'années, la Terre avait un temps de rotation sur elle-même de 18 heures et non pas 24 heures. Car effectivement, plus elle grossit, plus cette rotation se ralentit. Ça explique aussi pourquoi les continents s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres. Parce qu'il y a quelques milliards d'années, la Terre était beaucoup plus petite. Voilà pourquoi. Et ça permet effectivement de comprendre ce que les Russes ont découvert il y a quelques décennies, à savoir que le pétrole, il est fabriqué en permanence. Et il n'est pas organique. Donc le pétrole ne sera jamais épuisé. Ouais. Ça surprend, hein. Mais c'est ce que j'arrive comme conclusion dans les expérimentations que j'ai pu faire avec les ondes scalaires. C'est très facile de fabriquer de la matière et il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie. Donc la vie apparaît sur la planète et elle est exposée effectivement à des ondes électromagnétiques. Ça c'est un peu petit pour moi. À des ondes électromagnétiques. Et l'aventure continue. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, j'ai oublié de faire la diapo. Donc accroissement de la taille de la Terre. Et cet environnement particulier permet de voir qu'effectivement les ondes électromagnétiques peuvent agir sur le vivant par trois axes, par trois moyens. Le premier, les ondes électromagnétiques ont la capacité d'agir sur l'eau, quelle qu'elle soit. Aussi bien l'eau que vous buvez que l'eau qui est dans votre corps. Les ondes électromagnétiques peuvent augmenter la résistivité de l'eau ou la baisser, peuvent augmenter le RH2 ou la baisser. Et donc, ces ondes électromagnétiques peuvent favoriser l'apparition ou l'éclosion de la vie ou au contraire la détruire. Ça ne pose pas de problème. Tout est une question de polarité. Alors, ça ne sais plus ce que c'est. On verra après. Quoique, on peut voir tout de suite. Donc, vous allez comprendre l'importance de la résistivité de l'eau par cette simple diapo. En fait, entre le noyau et la membrane, il existe une différence de potentiel de 90 millivolts. C'est peu. C'est 0,09 volts. Oui, mais à l'échelle humaine, c'est pas tout à fait la même chose. En volts par mètre, ça fait quand même 6 millions de volts par mètre. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'eau qui se trouve entre le noyau et la membrane
pas d'intérêt à être résistible, parce que sinon, il y a un claquage électrique et le noyau ne peut pas fonctionner correctement. Voilà ce qui se passe effectivement quand on est exposé à des ondes électromagnétiques en polarité verticale. On expliquera tout à l'heure ce que c'est. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, vous avez tous entendu parler des méridiens en acupuncture. N'est-ce pas? Les méridiens sont des structures collagènes orientées. Je cherche, je ne trouve pas. Bon, pas grave. Ce sont des structures collagènes orientées qui courent à la surface de la peau. Ces structures collagènes orientées sont apparues au cours du développement de l'embryon dans le ventre de la mère. Et ces structures collagènes participent effectivement à la différenciation cellulaire. Par la suite, cette structure qui reste à la surface de notre corps permet de maintenir le fonctionnement des organes. Il y a un échange en permanence entre le système nerveux central et tous les organes. Sur ces méridiens d'acupuncture, si je branche un multimètre de laboratoire, je peux capter les paquets d'appels d'un téléphone portable présent dans la salle. Avec un peu plus de matériel, je pourrais même décrypter, décoder ces messages. C'est vous dire la sensibilité de ces antennes que nous avons dans le corps, qui se comportent, enfin ces structures qui se comportent comme des antennes. Donc, si ces structures sont brouillées, les signaux échangés entre le système nerveux central et les organes, ça marche déjà beaucoup moins bien. Enfin, le troisième axe, c'est en agissant directement sur l'ADN. L'ADN, c'est ce qui contient effectivement tous les programmes de comportement cellulaire depuis l'origine de la vie sur Terre. Normalement, les programmes qui nous concernent aujourd'hui sont activés en permanence grâce à un environnement spécifique particulier de l'eau, RH2, pH, résistivité. Il se trouve que lorsqu'on est exposé à des ondes électromagnétiques dont la fréquence est proche de la taille de l'ADN, cet ADN cette molécule se voit effectivement cassée à certains endroits, coupée. Et il se produit ce qu'on appelle des mutations non souhaitables, non désirables. Ces ondes électromagnétiques, c'est la radioactivité. Maintenant, vous comprenez pourquoi la radioactivité peut avoir autant d'effets sur les êtres vivants. Donc vous voyez qu'à chaque fois, derrière tout ça, on retrouve les ondes électromagnétiques. Maintenant, les ondes électromagnétiques et la polarité. On a parlé tout à l'heure de polarité. C'est arbitraire. Quand on a commencé à émettre des ondes radio, on a mis un câble sur un mât. On a branché dessus un émetteur radio. Et il fallait un câble sur un mât aussi pour recevoir ces mêmes émissions radio. Puis on a découvert qu'il était possible de suspendre entre le mât un fil et d'émettre ainsi dans ce plan-là. Et on s'est dit, le premier, on va dire que c'est une polarité verticale, et le second, c'est une polarité horizontale. Le premier, c'est une polarité verticale. Pourquoi? Parce que, effectivement, on l'alimente avec de l'électricité et on parle d'ondes électromagnétiques. Il y a deux composantes dans une onde électromagnétique, une composante électrique et une composante magnétique. Dans la polarité verticale, la composante électrique est dans l'axe vertical. D'accord? Et la composante magnétique est donc dans l'axe horizontal. Dans la polarité horizontale, la composante électrique est dans le plan horizontal. Et la composante magnétique, elle est dans le plan vertical. Sur Terre, dans le champ magnétique, découvert de Faraday en 1843, les champs magnétiques repolarisent les ondes radio. Et le champ magnétique, il est fait pour repolariser les ondes radio en polarité horizontale. Cette polarité a la particularité d'augmenter la résistivité de l'eau et d'abaisser le RH2. Donc vous voyez qu'on rencontre effectivement toutes les conditions pour que la vie puisse se développer et apparaître sur Terre. Il se trouve que notre civilisation s'est crue plus intelligente que le Créateur et s'amuse avec les polarités verticales. Le téléphone portable, polarité verticale. La radio, polarité verticale. Le Wi-Fi, polarité verticale. Tout est en polarité verticale. Il se trouve que j'ai suivi des études pour installer les antennes relais en France. Et il y a un problème avec les antennes relais. En polarité verticale, ça porte 2 fois moins loin que la polarité horizontale.
J'ai posé la question, mais pourquoi on ne les met pas en polarité horizontale? Ça porte 2 fois plus loin, donc il y aurait besoin de 4 fois moins d'antennes sur le territoire français. T'occupe pas, c'est pas ton problème. Donc, moi j'en reviens à cette conclusion-là. Les lobbies, tous les lobbies, fonctionnent main dans la main. En polarité horizontale, on soignerait et on guérirait toute une population. Mais en polarité verticale, attention les dégâts. Donc, mais ce ne sont pas les seuls responsables, effectivement, de ce problème lié aux ondes électromagnétiques. Donc on a vu la polarité. Nous allons voir maintenant la relation qu'il y a entre le champ magnétique et les ondes électromagnétiques. Parce qu'il y a une époque, dans les années 60, je crois, à cette époque-là, on commence à avoir des géomagnétomètres qui sont relativement accessibles aux professionnels, et on se rend compte que sur les lieux où on guérit, le champ magnétique est plus intense. On en tire la conclusion que ce sont les champs magnétiques qui peuvent guérir, effectivement. Ouais, sauf que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc on crée des appareils de thérapie qui fonctionnent avec des champs magnétiques pulsés. Malheureusement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fait, c'est le champ magnétique terrestre qui repolarise. Donc s'il est plus intense, il polarisera beaucoup plus fortement les ondes électromagnétiques en horizontale qu'en verticale. Et ce sont elles qui seront responsables, effectivement. Cette polarité-là sera responsable de la guérison sur certains lieux guérisseurs, ou au contraire, de tomber malade sur certains lieux qui sont appelés par exemple les maisons à cancer. Et comment ça fonctionne? Ben, regardez sur le schéma, je vous ai fait une petite maison là-haut, avec sa cheminée. On ne voit pas très bien. La fumée qui sort de la cheminée, et je vous ai représenté en vert le champ magnétique terrestre. Vous avez en dessous soit un cours d'eau souterrain, soit une faille. Un cours d'eau souterrain, c'est une circulation d'eau dans un conduit naturel. Et on sait qu'effectivement, je vais utiliser l'approche physique ordinaire, je ne vais pas trop vous perdre en cours de route en parlant d'autre chose que l'électricité et les électrons. Donc on va utiliser ces 2 modèles. L'eau, quand elle circule dans un conduit, elle arrache les électrons par là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle génère un champ électrique continu. Si vous avez un champ électrique continu, vous avez perpendiculairement un champ magnétique. Et si le cours d'eau est dans le bon sens, eh bien il peut soit augmenter le champ magnétique terrestre, puisqu'il vient de se mettre en plus, soit au contraire le diminuer. C'est ce qui se passe dans ce cas de figure. Vous voyez, le champ magnétique il a baissé juste au-dessus du cours d'eau. La faille, qu'est-ce que c'est qu'une faille? Une faille souterraine, c'est une cassure dans une plaque rocheuse. La plaque rocheuse a toujours 2 polarités électriques, plus d'un côté, moins de l'autre. S'il y a une cassure, les 2 polarités sont au contact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire normalement un échange électrique, un échange d'électrons. Mais comme c'est comblé avec des sédiments, avec de la terre, qui est un isolant naturel, au lieu de faire un claquage électrique avec une violente décharge, eh bien ça va générer un courant électrique continu relativement faible au regard de la décharge qu'il pourrait y avoir. Résultat des courses, on se retrouve avec un champ électrique continu et perpendiculairement un champ magnétique qui peut effectivement, selon l'orientation, affaiblir celui du champ magnétique terrestre. Donc on va retrouver un champ magnétique affaibli qui lui ne repolarisera pas les ondes radio. Je parle d'ondes radio, je veux dire par là, pas seulement celles de la civilisation, les ondes radio naturellement émises par le Soleil, émises par les corps qui nous entourent, par les étoiles un peu plus lointaines, par la galaxie, par tout l'univers. On reçoit en permanence des émissions électromagnétiques de tous ces corps. Et ces émissions électromagnétiques sont normalement repolarisées par le champ magnétique terrestre. En dehors de cette polarité, pas de vie possible. Donc, vous voyez bien qu'effectivement, à chaque fois, nous avons les ondes électromagnétiques qui sont derrière. J'aurais aimé vous faire voir ça, mais je ne sais pas où est le transparent. C'est une étude qui a été faite sur des lignes haute tension en Angleterre. Et les lignes haute tension, elles aussi, émettent un champ électrique et perpendiculairement un champ magnétique. Et les lignes haute tension, quand elles sont orientées est-ouest,
elles vont générer un champ magnétique nord-sud qui, lui, affaiblira le champ magnétique terrestre. Vous pouvez me dire, oui, mais c'est pas du continu, c'est de l'alternatif. Mais 50 fois par seconde, donc en alternatif, ce champ magnétique va affaiblir le champ magnétique terrestre 50 fois par seconde. Et effectivement, c'est ce qu'on remarque dans cette étude. Sur cette étude, justement, il est question d'orientation des lignes. Orientation est-ouest. Nous avons 22 cas où ça perturbe effectivement les gens. Orientation nord-sud, 7 cas seulement. Donc on voit bien qu'il y a une relation très étroite entre l'orientation et l'incidence des lignes de tension. Bon, mis à part la proximité évidemment. Enfin, juste pour le fun, on va parler des réseaux, Hartmann, Curie et Perret. Les réseaux, c'est dommage que je n'ai pas de transparent. Vous me laissez une petite dizaine de secondes. Hop. Normalement, je devrais avoir des transparents. Là-dedans. Voilà sur cette étude parue en Angleterre. Vous voyez, direction est-ouest, avant dernière ligne, 10 et 12 cas. Direction nord-sud, 2 et 5 cas. Et enfin, ce que je voulais vous faire voir, lorsque vous avez un champ magnétique, qui est un phénomène continu, avec un phénomène discontinu, vous voyez s'agencer une grille à la surface d'une sphère. En l'occurrence, l'image de droite pour vous, c'est le champ magnétique terrestre. Ce sont les lignes de force du champ magnétique terrestre. Moi, j'ai pris ça dans l'encyclopédie Larousse. Il se trouve que c'est une expérience qui a été faite avec un diapason. Donc, on fait des points de diapason, on fait une photo en essayant de rendre visibles ces ondes sonores, et on constate effectivement qu'il y a des ondes stationnaires. Et enfin, on fait une photo avec un stroboscope. Un stroboscope qui envoie des éclairs un certain nombre de fois par seconde, donc un phénomène discontinu. Et là, aux surprises, on voit se former un quadrillage à la surface d'une sphère dont le diamètre était très exactement le diapason, à la taille du diapason. Donc on voit bien effectivement l'interaction entre un phénomène continu, sur lequel vient se greffer un phénomène discontinu. Je vous rappelle que les ondes électromagnétiques ont une composante magnétique. Sur un champ magnétique, ça donnera forcément ceci. En d'autres termes, à la surface de la Terre, on voit s'agencer des réseaux avec des quadrillages correspondant à chaque fois à des fréquences bien particulières qui sont liées en fait aux fréquences concernant les molécules responsables de la vie sur Terre. Carbone, oxygène, hydrogène, j'en ai oublié une, j'en ai 4. Azote. Et donc, on trouve ces 4 réseaux, Hartmann, Curie, Perret, et puis, je ne sais plus le quatrième, je ne me souviens plus. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait ce genre de conférence. Donc, vous voyez la relation qu'il y a encore une fois entre les ondes électromagnétiques, le champ magnétique terrestre, et la vie. Très belle image. Avec des ondes stationnaires. C'est marrant, personne ne réagit. Donc, vous savez ce que c'est, les ondes stationnaires? Y a-t-il quelqu'un qui sache ce que c'est? Pardon? On parle d'ondes stationnaires, mais on parle aussi d'ondes scalaires. Donc quand on vous parle d'ondes stationnaires, il faut dresser l'oreille.
Moi, je vais vous parler des émissions électromagnétiques générées par la civilisation. En fait, il s'avère que la vie s'est développée dans un environnement où le spectre était continu. Et des émissions tous azimuts sur toutes les fréquences, en puissance relativement faible. Il se trouve que notre civilisation n'occupe pas un spectre continu, comme vous pouvez le voir. J'ai essayé de le représenter. Et vous voyez, il y a de sacrés pics autour des fréquences d'utilisation du téléphone portable. Parce qu'effectivement, on émet assez fortement, contrairement à ce que disent les lobbies à ce sujet. Les puissances d'émission sont assez colossales. Et naturellement, comme ce spectre n'est pas continu, il génère des troubles. Il génère l'apparition de ce qu'on appelle l'électrosensibilité. J'expliquerai ce qu'est l'électrosensibilité dans un autre article, pas dans Top Secret, parce que je pense que là, c'est plutôt intéressant pour des articles scientifiques percutants, mais pas forcément des articles qui concernent, je dirais, la santé d'une faible partie de la population. Mais cet article sera publié de toute façon. Donc, ce spectre discontinu génère des troubles qui sont appelés effectivement électrosensibilité, qui vont d'acouphènes, diverses douleurs, tout ce qui est encore migraine, crise d'asthme qui m'expliquait, début de crise allergique aussi, etc., etc. Et puis après ça devient de plus en plus grave, on supporte de moins en moins la présence des émetteurs électromagnétiques, et à un moment donné, on ne peut même plus vivre en ville. Je connais des personnes qui n'arrivent même plus à s'alimenter parce que les voisins émettent effectivement du Wi-Fi, du 3G, du 4G, du 5G, du G autant et plus, autant que vous en voulez, et qu'elle ne peut plus approcher de sa cuisine. Vous voyez ce que ça peut donner chez certains individus. Alors, oui. Est-ce que je vais parler de ça? Est-ce que je vais en parler? Ah oui, il y a la mémoire de l'eau. Ah oui. Donc on a parlé de la pollution, et on va aussi parler de la mémoire de l'eau. Alors là, ça va faire mal. Parce que l'eau, la mémoire n'est pas dans l'eau. Ah oui. Ah, elle est où? Il faut déjà commencer par expliquer ce qu'est la matière. On vous a dit un noyau constitué de protons, de neutrons, et puis autour, vous avez des électrons qui tournent. Ah ouais? Mais comment ils réussissent à rester autour du noyau sans lui rentrer dans le lard? Parce qu'ils ont des charges électriques opposées, donc normalement ils s'attirent. Puis on vous dit, oui mais en fait,